Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, pour la 3e fois, on a la chance de revoir Reggie sur le show. Merci Reggie d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité à nouveau. On l'a mise en contexte, je pense que plus nécessairement... Non, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît, fiscaliste, professeur, etc. Je peux plus marcher dans la rue, c'est fou. On est top 100, 96e place Au Canada. au Canada au complet dans tous les podcasts confondus. Là. Quand même. C'est quand même... Avec juste en français ou en anglais aussi? Tout au Confondu, complet. hein. Ah ouais, Wow, 96e, félicitations. ouais. Mais je pense qu'il y a énormément de gens au Québec qui écoutent des podcasts. Parce que quand tu y penses, il y a le reste du Canada anglais qui est pas... fait que- J'en regarde peu, mais de ce que j'ai compris, il faudrait que vous ayez une bouteille d'alcool au milieu. Ouais. Je pense ça. Parler de sexe aussi, ça aiderait ouais, ça, c'est- dans les tops. Absolument. Vas-y, Reggie. La fiscalité et le sexe, on pourra faire... ça sera pas un long podcast, mais ça reste que la bigamie fiscale existe. Qu'est-ce que c'est? Je connais la polygamie. T'es proche, il y a la monogamie, Ouais. ça c'est je une connais personne. Il y a la polygamie qui est plusieurs personnes, mais il y a également la bigamie, donc 2 personnes. Donc, c'est possible d'avoir 2 conjoints au niveau fiscal. Ça s'appelle la bigamie fiscale. Oh, ouais. Puis, voulez-vous en parler juste 2-3 minutes? Ouais. C'était pas du tout le sujet, là, mais... Ça m'intrigue. Première question que je vais vous poser, les boys. C'est quoi un conjoint au niveau fiscal? Conjoint. Moi, je dirais une personne avec qui on vit avec. C'est tout? Une personne avec qui on Tu sais que partage dans cette belle brique-là, là, Ouais. Je dirais où on partage un compte. partage un compte. Ben, on peut avoir un compte conjoint. On voit l'instinct financier. Hein. Si je partage mon compte, c'est à cause que je t'aime. Fait que penses-tu que dans la loi ici, là, on va ouvrir ça pour la première fois? Ce serait vivre avec la personne, partager des biens communs, partager fiscalement des choses. Parce que tu sais, on peut partager notre compte ensemble de Liberté 45, mais on ne vit pas ensemble. Comme je peux vivre avec Reg en tant que colocataire, mais que ce soit pas, qu'on n'est pas relié par un acte civil comme le mariage. Conjoint de fait, c'est quoi au niveau? Je vous demande les boys, là, c'est quoi là, un conjoint de fait? Conjoint de fait. Lis-le dans ta tête, mais... Fait que, est-ce qu'il suffit de vivre avec la personne? Combien de temps si je vis 6 mois avec la personne? Arrête le... Non, mais pas à Moi, l'école, je l'ai lu. Tu l'as lu, ok, je l'ai pas lu. Faut que la personne vive, faut qu'ils vivent ensemble. Dans une relation. Faut qu'ils soient dans une relation. Relation conjugale. Exact. 12 mois, ok. Ou être le père ou la mère d'un enfant. d'un petit truc. D'un petit truc. Donc, un conjoint. Pourquoi je vous pose la question? Je fais souvent cet exercice-là avec mes lourd, étudiants quand on est dans ce cours-là. Parce que souvent, on chiale contre la loi. Mais on ne se questionne pas à quel point ça peut être difficile de rédiger la loi. Il y a beaucoup de personnes qui sont très intelligentes qui vont lire mot à mot avec la virgule que c'est écrit là et essayer de décortiquer s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait qu'il faut que l'article soit parfait. Donc, je vous ai demandé à brûle pour point, qu'est-ce que c'est un conjoint? Et c'est quelque chose d'assez basique, là. On n'est même pas rentré dans les réorganisations fiscales puis toutes les affaires qui peuvent être complexes. Qu'est-ce que c'est un conjoint? Et là, déjà, quelqu'un avec qui je partage un compte bancaire. Ouais, mais attends un peu, mon partenaire d'affaires, je partage un... Puis, tu peux pas dire sauf un partenaire d'affaires, parce que sinon, tu peut-être des partenaires d'affaires. Quelqu'un avec qui je vis. Là, ça, ouais, mais attends un peu, si j'ai un coloc. Ouais, mais des relations à distance. Fait qu'est-ce que ça suffit que j'ai 2 adresses puis je ne suis plus conjoint de fait? Ça devient complexe, là. Et là, vous l'avez lu, donc, conjoint, c'est la plus hâtive, si on veut, des dates entre 12 mois de relation conjugale ou la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant, même là, on va y retourner à la naissance d'un enfant. C'est 4, la naissance d'un enfant. Mais le premier, 12 mois de relation conjugale. Maintenant, messieurs, c'est quoi une relation conjugale? Je pose la question. J'ai pas écouté. Pour avoir un conjoint de fait, il faut avoir 12 mois de relation conjugale. C'est Okay. quoi une relation conjugale? 12 mois. Ça, c'est la durée. Relation conjugale, c'est une relation de couple intime. Ou est-ce qu'il y a de l'intimité qui se donne? Fait que s'il n'y a pas d'intimité, on oublie ça. On est correct. Moi, je connais beaucoup de relations qui ont de l'intimité, mais je ne suis pas sûr qu'ils sont prêts à dire que c'est toutes des relations conjugales. Ouais. C'est subjectif. Là. C'est subjectif. Donc, c'est un merveilleux podcast.
Vous oubliez que on veut plus d'auditeurs. Donc, pour enlever le mystère, en relation conjugale, généralement, ça va être... ils vont examiner un ensemble de faits. Donc, les habitudes de vie des personnes. Donc, est-ce que oui, relation intime est un des critères qu'ils vont regarder. La vie sous le même toit est un autre critère qu'ils vont examiner. Est-ce qu'ils vont examiner aussi en fait, dans un milieu social, comment est-ce que tu interagis, comment est-ce que tu présentes la personne. C'est sûr que si sur Facebook, ça dit que tu es en relation avec quelqu'un, c'est dur de dire que c'est pas ton conjoint, ta conjointe, parce qu'on sait très bien que quand c'est sur Facebook, c'est vrai. Fait que, toujours pas faire attention, mais il y a plusieurs éléments qu'ils vont examiner, chose que les gens ne pensent pas, les assurances. Des assurances de job. Pour voir si tu mets quelqu'un dessus. Si tu mets une autre personne dessus, c'est dur de dire que cette personne-là n'est pas ton conjoint, ta conjointe. Parce qu'il n'y a pas grand monde, sauf mon conjoint, ma conjointe, pour qui je serais prêt à me faire retirer sur ma paye directement un montant pour son assurance maladie, dentaire, etc. Fait que les papiers d'assurance, c'est quelque chose qui vont être souvent examinés pour déterminer si on a un conjoint ou non. C'est les habitudes. Puis sinon, on peut aussi, la lettre, j'ai déjà vu des clients qui l'ont reçu. Ils vont demander que des professionnels et d'autres personnes attestent savoir si la personne a un conjoint ou quoi que ce soit. Bref, ça pour dire qu'il ne suffit pas de vivre à des endroits séparés ou de vivre sous le même toit ou quoi que ce soit. On peut vivre sous le même toit et être quand même des colocs sans être conjoint de fait. On peut vivre sous des adresses différentes et être considéré comme conjoint de fait. Et ça, les gens ne le savent pas. Eh bien, on aura appris cette on retourne à la finance. Exact. On avait préparé des questions encore, puis des mises en contexte essentiellement. C'est le but, dans le fond, de ces scénarios-là, entre autres. Qu'est-ce que les gens qui écoutent à la maison pour en retirer de... Vous voulez faire quoi en premier, les questions ou l'étude de cas? L'étude de cas, je pense que ça pourrait être intéressant, ouais. La première, ça va répondre aussi à une des questions. Donc, c'est pas nécessairement un ralentissement économique, mais ça peut s'appliquer dans le contexte de ralentissement économique. Quelle dette rembourser en premier? On se le fait tellement demander souvent. C'est une super question. Quelle dette rembourser en premier? C'est là que ça va se régler. Génial. Donc, vous êtes prêts, messieurs? Oui, on est prêts. Donc, vous avez... votre taux d'impôt est de 40%. OK. Vous avez une hypothèque sur votre maison qui est à 200 000 $. Le taux, il est de 5%. Vous avez une marge de crédit que vous faites des placements avec, des placements boursiers. OK. Elle est à 25 000 $. Et le taux est de 6%. Et finalement, vous avez encore une dette d'études. Donc, vos prêts étudiants, de l'aide financière aux études, c'est une dette. Elle est de 15 000 $ et elle donne droit à un crédit d'impôt de 33%. Le vrai crédit, c'est 32,525, j'ai arrondi à 33. La dette est de 15 000, c'est 6%. Et il y a un crédit d'impôt de... 6%? Oui. La dette d'études? Oui. Vous avez 10 000 $ de lousse. Laquelle allez-vous rembourser en premier? Peux-tu me reparler de la marge de crédit? C'est une marge de crédit hypothécaire ou une marge de crédit? Ça ne change rien. Une marge de crédit... Marge de crédit top, puis ce 25 000 $ qui est sur ta marge, tu investis en bourse. Tu investis en bourse avec. Ouais. C'est quand même une étude de cas assez pointue, hein? Oui, puis surtout que là, c'est... plutôt que c'est vous qui posez des questions sans que la personne soit prête, c'est vous qui vous faites challenger. Mais j'aime cette étude. On se fait souvent demander, moi j'y réponds. Hein. Quand on fait nos consultations privées, moi je réponds à ce genre de questions-là. La majorité des gens ont des dettes de consommation, ce qui pour moi est... C'est comme une hypothèque sur la maison personnelle. C'est une dette personnelle. J'ai mis hypothèque de maison, mais ça pourrait être une dette... J'aurais pu mettre carte de crédit... Mais les dettes de consommation, en général, c'est que c'est des prêts personnels super élevés. C'est la voiture, ma carte de crédit. Je ne considère pas une hypothèque de 200 000 comme une mauvaise dette. Ouais. Une dette de consommation. Qu'est-ce qui va faire que c'est une mauvaise dette? C'est que le taux est extrêmement élevé. Exact. La décision devient évidente de la rembourser en premier. Par contre, c'est sûr que si là, j'avais rajouté une dette personnelle de 20%, laquelle c'est ça. Ça aurait été simple, tu rembourses celle-là. No matter what, c'est celle-là. Mais la question, c'est souvent... Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt trop élevé pour une dette? Là, ça, je ne pourrais pas répondre. Malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre à ça, mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est que la fiscalité peut impacter votre décision. C'est ça. Parce que là, ce que vous avez là, là-dessus, il y a des dettes avec des taux après impôt
et d'autres que c'est des taux avant impôt. Comme le crédit d'impôt de 33% ici. C'est ça. Le 6% de la dette d'études, c'est avant impôt. Le 6% de la marge de crédit, c'est avant impôt. Tandis que l'hypothèque, qui est une hypothèque personnelle, c'est 5% après impôt. Ouais. De la même manière qu'un prêt personnel, c'est aussi après impôt. Donc, ça, pour moi, ça ne dérange pas. Ça va vraiment être après impôt. Moi, ce que je veux, c'est tout ramener ça parce qu'en ce moment, je ne peux pas les comparer parce que je compare des pommes avec des oranges avec des clémentines. Moi, je mettrais sur la marge de crédit. Je pose la question de marge de crédit de placement. La marge de crédit de 25 000. 25 000? Je mettrais mon 10K là-dessus. Parfait. Vous, M. Hubert? J'irais avec la méthode des cascades où c'est plus motivant d'éliminer. Tu sais, si on a énormément de dettes, souvent, ce qui est le fun, c'est de voir une dette partir en premier. C'est sûr. Mentalement parlant. Fait qu'études, il resterait juste 5 000 à éclairer. Fait que moi, j'irais, mettons, avec celle d'études. Voilà. Sauf que la dette d'études donne le 33% de crédit d'impôt. Exact. Donc, fiscalement parlant, ce serait peut-être moins avantageux, mais mentalement. Mais il faut ramener ça à la finance. Faut ramener, parce que oui, fiscalement, il y a un crédit d'impôt, mais on va ramener ça à la finance. On va vraiment faire le pont entre la finance et la fiscalité. Donc, on va calculer, comme je vous ai dit, en ce moment, on a des pommes avec des oranges, avec des clémentines. On va tout ramener ça sur les oranges. Ouais, on va tout aller calculer le taux après impôt. L'intérêt de la maison, 5%, c'est après impôt. Fait que ça veut dire que pour payer on dit c'est 100. Même si c'est 200 000, on oublie le montant du solde. Déjà en partant, le solde n'a pas d'importance. Parce que ce que je veux regarder, c'est la même tranche de 10 000, laquelle me coûte le plus cher. Donc, la dette, le solde, c'est simplement pour mélanger un peu, voir quelqu'un qui voit un 200 000, je vais me mettre là-dessus vu que c'est plus gros. Ou quelqu'un qui voit le 15 000, je vais me mettre là-dessus pour avoir l'effet cascade dont je parlais. Mais financièrement parlant, ça ne change rien. Le 10 000, ils vont me faire sauver l'intérêt qu'il y a là, peu importe le solde que j'ai. Fait que l'intérêt sur ma maison, sur mon hypothèque, c'est 5% après impôt. Fait qu'on va ramener ça à une tranche de 100$, vu que c'est simple. Fait que pour 100$, je paye 5$ d'intérêt. Pour payer ce 5$ d'intérêt-là, j'ai besoin d'avoir un revenu, j'ai besoin d'avoir, tout dépendant de ton taux d'impôt, j'ai besoin à peu près d'avoir 8-9$ pour payer mon impôt sur le revenu que j'ai fait et ensuite payer l'intérêt. Fait que ça, c'est un taux après. La marge de crédit sur les placements, elle est intéressante parce que vu que j'ai emprunté pour investir, donc pour générer du revenu de dividende potentiellement ou d'intérêt, mes dépenses d'intérêt sont déductibles. Premier élément, c'est intéressant ça, parce que ça veut dire que c'est déductible d'impôt. Fait que le 6$ que je paye, je peux prendre une déduction dans mon revenu, donc ça, c'est avant impôt, c'est 6$-là. Fait que ça me donne une économie d'impôt, lui. Fait que si je fais 6$ et je paye 6$ d'intérêt, je ne paye pas d'impôt. J'ai un revenu de 6$ et je paye 6$ d'intérêt, ça fait 6 moins 6. Mon revenu, c'est 0, je ne paye pas d'impôt. Fait que mon 6% sur ma marge de crédit pour placement me donne une économie d'impôt. Mon taux d'impôt, c'est 40%, on l'a là. Fait que ça me donne 2,4%. Fait que ça fait que 2,4%, 40% de 6%. Donc, mon économie d'impôt. Ce qui fait que mon taux après impôt, c'est 3,6%. Fait que déjà là, on note que si on regarde juste les taux, ma marge de crédit sur placement est à 6% versus mon hypothèque qui est à 5%, mais quand je tiens compte de mon impôt, mon taux est rendu à 3,6. C'est fou. Fait qu'il est plus bas. Maintenant, on va voir l'intérêt étudiant. Ça me donne un crédit d'impôt de 33%. Fait qu'encore là, le 6%, si j'ai 6% de revenus, salaire, peu importe, 6$, excusez, de salaire, et je paye mon impôt qui est 40%, je vais payer 2,4$. Et mon intérêt étudiant, je vais mettre 10$ pour payer mon intérêt étudiant, ça va me donner 2%, donc 2$ de rabais. Ce qui fait que je paye 2,40$ d'impôt, j'ai 2$ de rabais, je paye 40 cents d'impôt. Fait que ça fait en sorte que mon taux de 6% me donnera un crédit de 33%, donc de 2%, ça me donne une économie d'impôt de 2%. Fait que mon taux après impôt, pour mon crédit d'études, est de 4%, 6 moins 2%. Fait que là, après ça, j'ai tout ramené mes taux après impôt. Et là, je vous pose la question, vous avez tous les taux après impôt ici. Bon, mon hypothèque, c'est 5%. Il y a le 3 pour l'instant, c'est 5%. Ma marge de placement, c'est 3,6%. Et mon crédit pour mon prêt étudiant, mon taux net après impôt, c'est 4%. Fait que si vous avez 4, 3,6, 5.
lequel vous allez rembourser en premier? Moi, je rembourserais toujours la marge. Moi, ce serait tout. Ben, techniquement, on est mieux avec la maison. Exact. Ce serait la maison, statistiquement parlant. Financièrement parlant. Oui. Bon. Fait qu'effectivement, financièrement parlant, ici, tes taux, tu ferais mieux de rembourser ton intérêt sur ta marge le plus rapidement possible. C'est un 10 000 de paiement anticipé. Parce que c'est l'emprunt qui te coûte le plus cher au niveau du taux d'intérêt. Ouais. Fait que les autres, ça me dérange moins. Tu sais, le même 10 000, ben, d'un côté, il me coûte ici 500$, 360$, 400$. Tu sais, je te compare ça un petit peu avec le S&P 500 en bourse. Statistiquement parlant, il n'y a rien qui bat le S&P 500. Mais est-ce que tout le monde devrait investir tout son argent dans le S&P 500? La réponse est non. Mais pourquoi irais-tu quand même? Je suis curieux, est-ce que je ne m'attendais pas à cette réponse-là? Pourquoi est-ce que malgré que tu vois que c'est plus avantageux de rembourser l'hypothèque personnelle, dans ce cas-ci, c'est pas tout le temps le cas. Il faut toujours faire les calculs. Puis c'est pour ça que ici, je vais fait un deuxième exemple. Si je vous dis que mon hypothèque de maison, elle est à 3% au lieu de 5%, puis les autres ne changent pas, mais là, c'est plus. Pas la maison. Là, à ce moment-là, c'est plus la maison qui est à rembourser en premier. C'est l'intérêt étudiant parce que c'est lui le plus élevé. Fait que chaque cas est différent. C'est vraiment de faire le calcul. Est-ce que mon intérêt est déductible ou non? Ben, en fait, ce qui fuck tout aussi, c'est que la marge de crédit, c'est une marge de crédit que tu t'en sers pour investir. Exact. Donc, c'est ça qui est différent. Moi, tu vois, là, il y a 2 semaines à peu près, là, j'avais dit à Hubert, je suis allé à la banque, puis j'avais 5 000, j'ai mis 5 000 sur ma maison. Parce que mon hypothèque est 2 650 et quelques. Puis le dernier paiement de mon hypothèque, je payais 370 de capital et le reste en intérêt. J'ai dit, ça n'a aucun sens, ça te payer plus de 2000 et quelques en intérêt. Donc, je suis allé mettre un 5000 dessus. Donc, mais on s'est toujours fait dire, est-ce que c'est un mythe qu'il faut ne jamais rembourser ta maison en accéléré? Souvent, on a entendu ça, rembourse pas ta maison en accéléré, t'es mieux de prendre cet argent-là puis de l'investir, les taux sont bas, etc. Donc, il y a ça aussi. Mais, c'est pas un mythe, ça dépend. Mais c'est ça. La pire réponse. Ça dépend, parce que encore là, ça dépend des taux que tu as, puis combien tu es capable d'aller chercher sur le marché. Ouais. Mais pourquoi tu voulais... pourquoi est-ce que même tantôt, tu disais, j'irais quand même la marge? Là, je pense que j'irais plus avec Uber, vu que la marge sert vraiment à investir en tant que tel. Ouais. C'est pas une marge de crédit que tu as acheté ton auto ou des vêtements de luxe parce que tu voulais t'acheter une montre pour flamber. À ce moment-là, peut-être la dette d'études ou l'hypothèque. Mais tu sais, l'hypothèque, je me dis, c'est tellement un bien que tu peux avoir. Après, tu as la manœuvre Smith là, qu'on avait vite jasé, que tu pouvais mettre tes intérêts dans... On va essayer. Il y a 2 manœuvres là, pour déduire indirectement tes dépenses sur ton hypothèque. La manœuvre Smith et la mise à part de l'argent. Est-ce que ça vous va pour le premier? Ouais, c'était bien. J'aime ça, ouais. Fait que dans le fond, tout ça pour dire en une phrase, calculez les taux après impôt de vos différentes dettes et celle que le taux après impôt la plus élevée, c'est elle que vous devez rembourser en premier. Exact. Peu importe à quoi qu'elle est. Et évidemment, quand tu as une marge de crédit qui est à 19%, puis tu as une autre affaire qui est à 4%, puis ta marge de crédit n'est pas déductible, c'est bien rare que tu vas trouver quelque chose. C'est celle-là qui est définitivement... Les cartes de crédit avec les taux de 20%, 20 quelques %, généralement, c'est ça qui est à... C'est ça, on en voit souvent avec nos clients, puis c'est comme... Focalise tes efforts là-dessus. Là. Une carte de crédit à 19,99, ça ne pardonne pas. Là. Exact. Tu as raison. Fait que ça, c'était pour le premier. Deuxième, ça s'appelle la mise à part de l'argent. Donc, la mise à part de l'argent, c'est une technique qui est répandue, qui est légale. On s'entend? Je n'ai pas rien faire ici qui est illégal ou quoi que ce soit. Même si vous alliez voir, même si vous tapez ARC, mise à part de l'argent, l'ARC présente la technique. Okay. Je sais que Banque Nationale et Desjardins la présentent également sur leur site web. Donc, ils la présentent, mais je vous dis tout de suite, si vous les appelez pour la mettre en place, assurez-vous de parler avec un banquier qui la connaît, parce que j'ai déjà essayé d'en parler avec des banquiers de certaines institutions financières, je ne veux pas les nommer, que même s'ils le promotent, ils le publicisaient sur leur site. Ils ne connaissent pas. Tu leur parlais, puis non, on ne fait pas ça, aucune idée de quoi tu parles, c'est sur votre site. Ah, mais on ne le fait pas. Donc, c'est ça. Sauf que tout est légal. Je vais la présenter, par ça, je vais parler des conditions. Donc, en gros, ça prend quand même un contexte. Une maison avec une hypothèque. De base. Ensuite,
ça prend soit quelqu'un qui est travailleur autonome ou qui aurait un immeuble locatif libre d'hypothèque. OK. Fait qu'il faut quand même que, un des deux. Les critères sont assez... Seulement juste un travailleur autonome. Tu ne peux pas avoir un job plus un travailleur autonome. Okay. Un employé, ça ne fonctionne pas. D'accord. Un employé, j'irais plus vers la manœuvre Smith. On va discuter après. Excusez. Puis, l'autre élément, j'ai déjà vu des gens qui ont essayé de la faire pour quelqu'un qui détenait des actions d'une société. Je n'entrerai pas là-dedans. Puis, évidemment, petit warning, tout ce que je présente là, évidemment, consultez un fiscaliste ou quelqu'un qui se connaît avant. Partez pas juste avec ce qu'on dit là en 5 minutes. Puis mais l'avantage de cette stratégie-là, avant qu'on l'explique en détail, le but, dans le fond, de cette stratégie-là, c'est de faire quoi? Convertir, parce qu'on a vu que les intérêts sur l'hypothèque ne sont pas déductibles. Ouais. Mais on a vu qu'un intérêt, c'est dans le but de gagner un revenu, il est déductible. Donc, si j'emprunte pour investir à la bourse, c'est déductible. Si j'emprunte pour acheter un immeuble, c'est déductible. Si j'emprunte pour lancer une entreprise, c'est déductible. Si j'emprunte pour reprêter à quelqu'un de l'argent avec intérêt, c'est déductible. Donc, pour déduire un intérêt, ça prend 4 conditions. De l'argent emprunté ou une somme payable, avec une obligation légale de rembourser l'argent, avec les intérêts évidemment, un montant payé ou payable, et que ce soit utilisé en vue de gagner un revenu. OK. Il y en a qui sont vraiment, qui font comment, il n'y a pas rapport, elle n'y avait un C de la loi. J'ai donné le cours cette semaine, fait que je le connais bien. Fait que c'est nos 4 critères pour pouvoir déduire l'intérêt. Fait qu'il faut rentrer dans ces critères-là. C'est avec ça qu'on travaille. Donc, j'ai ma maison, j'ai mon hypothèque, hypothèse 400 000 $. J'ai mon travailleur autonome, on va prendre un exemple, un médecin qui a beaucoup de dépenses annuellement et qui a beaucoup de revenus annuellement. Donc, qu'est-ce que notre travailleur autonome va faire? Il va s'ouvrir un compte pour encaisser tous ses revenus. Première étape, j'ouvre un compte, j'encaisse tous mes revenus. Je vais ensuite à la banque, j'ouvre une marge de crédit hypothécaire. OK. Et toutes mes dépenses d'entreprise vont être payées avec la marge de crédit hypothécaire. Et moi, je vais me servir des revenus que j'ai isolés dans un compte pour rembourser mon hypothèque de maison rapidement. Fait que qu'est-ce que ça va faire? J'avais mon hypothèque de maison, j'avais ma marge de crédit hypothécaire qui est à 0, et j'ai mes revenus ici que j'encaisse tout le temps. Mes dépenses d'entreprise, si on a envie de gagner un revenu d'entreprise, vont augmenter ma marge hypothécaire. C'est ma marge hypothécaire qui paye toutes ces dépenses-là. Fait que ma marge hypothécaire augmente. Je prends tous mes revenus, je clenche mon hypothèque de maison. Mon hypothèque de maison. Les intérêts sur mon hypothèque de maison ne sont pas déductibles. Si je clenche le remboursement, ça change rien. Je le rembourse plus vite, je vais payer mon intérêt. Puis ma marge de crédit hypothécaire, elle, qui sont pour mes dépenses d'entreprise, mes intérêts sont déductibles parce qu'ils ont été utilisés directement pour gagner un revenu d'entreprise. Fait que ça fait que ma marge de crédit hypothécaire, elle, tous mes intérêts que je paye là-dessus, c'est déductible d'impôt. Fait que les deux, un qui descend, l'autre qui monte, puis je vais me retrouver après un certain temps, dans mon exemple, j'ai 400 000 de marge de crédit hypothécaire, dont mes intérêts sont déductibles, et j'ai remboursé ma marge de crédit, mon hypothèque de maison. Et là, après ça, je rembourse ma marge de crédit hypothécaire graduellement en fonction de... C'est intéressant. Puis, parlons de la manœuvre Smith, parce que juste avant, donc, parce que ça, je veux juste prévenir les gens, parce qu'il y a des risques relativement à ça. Oh, OK. Déjà en partant, valider c'est quoi les pénalités, etc., pour rembourser son hypothèque de maison. Puis ça vaut pour la manœuvre Smith, ça vaut pour la mise à part de l'argent, ça vaut pour tout ça. Ça prend quelqu'un de discipliné financièrement. Parce que comme je disais, la marge hypothécaire augmente, puis l'hypothèque de maison diminue. Mais si tu es revenu à la place de rembourser ton hypothèque, tu décides d'aller à Vegas. Là, qu'est-ce qui se passe? Ton hypothèque, elle reste là, puis ton autre marge, elle augmente. Là, là tu arrives à un certain point où tu te ramasses avec deux hypothèques de 400 000. C'est la faillite. Fait que ça prend quelqu'un de très discipliné au niveau financier qui est capable de gérer son argent. Fait que si vous êtes du genre à avoir 100$, en dépenser 100 ou 110, ne faites pas ça. Ce n'est pas pour vous. C'est la pire chose que vous pouvez faire. Vous allez vous mettre dans le trouble et vous ne faites pas ça. Fait que discipline financière, sinon faillite, estimer les pénalités pour le remboursement hypothécaire. Et ça prend quand même soit un immeuble libre de dette qui a des dépenses qu'on peut mettre sur une marge hypothécaire ou une entreprise, travailleur autonome, qu'on peut avoir des dépenses d'entreprise.
C'est quand même intéressant. Je savais pas que c'était une méthode qui existait. C'est la première fois que j'entends parler. J'ai quelqu'un qui le fait dans mon entourage. Lui, il est travailleur autonome. Puis est-ce que ça permet de sauver quand même pas mal d'argent? Ou? Et lui, ça dépend de ton taux. Il croyait à ça énormément. Là, il n'arrêtait pas de m'en parler. Lui, avec TD, il me disait que TD... Fort probable. Ouais, en tout cas, il m'avait dit, si tu peux aller avec TD pour faire ça, mais je ne suis pas travailleur autonome, donc ça ne marchera pas. Ouais. Mais on a plus de difficultés. Puis, ça fait que pour déduire les intérêts, c'est qu'il faut que ce soit un but de gagner un revenu et il faut établir un lien direct entre l'argent emprunté et les dépenses. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui est important, c'est le lien direct qui est fait. On peut voir que la marge de crédit hypothécaire a servi à acheter des dépenses d'entreprise. Parce qu'on pourrait dire, ben là, tant qu'à faire tout ce fling-fling-là, fais juste rendre mes intérêts de maison déductibles et on n'en parle plus. Ouais. Mm-hmm. Non, ça ne marche pas parce que ça, c'est un bien personnel. Une maison, ça ne génère pas de revenus. Okay. Intéressant. Fait qu'est-ce que c'est un actif rendu là? Ouais. Peut-être pour un autre podcast, on va pouvoir demander à M. Lambert ce qu'il en pense. Génial. La Man of Smith, ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast aussi qui nous ont déjà écrit à ce sujet-là. Ouais. La Man of Smith, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans notre quotidien? Parfait. Je n'irai pas dans les origines de la Man of Smith. Ça vient plus de l'Ouest canadien. On le fait peu au Québec. Donc, la Man of Smith, qu'est-ce que c'est? Déjà, en partant, contexte, ça prend encore une maison ou un bien qui a une plus-value importante sur laquelle il y a de l'équité. Donc, dans mon exemple ici, j'ai une maison qui vaut 500 000 j'ai une hypothèque, un solde d'hypothèque de 320 000 Qu'est-ce qui se passe? Normalement, je peux emprunter jusqu'à 80 % de ma maison. 80 % de la valeur de l'équité. Mm-hmm. Fait que sur 500 000, 80 % c'est 400 000. Fait que je peux emprunter 400 000, mais j'ai déjà emprunté 320 000. Fait que j'ai un espace de 80 000. Donc, j'ouvre une marge de crédit hypothécaire qui est rattachée à mon hypothèque de maison. Et là, pour l'instant, ma marge de crédit hypothécaire, je vais avoir 80 000 de disponible. Mais au fur et à mesure que je rembourse mon hypothèque, ma marge de crédit hypothécaire, elle augmente. Mm-hmm. Et avec cette marge de crédit hypothécaire-là, je vais prendre l'argent et je vais l'investir en bourse. Ou l'investir dans n'importe quoi d'autre qui génère du revenu. Je ne vais pas à Vegas, je ne vais pas, j'investis ça. Je fais des investissements qui génèrent des revenus d'intérêt, dividendes, acheter un immeuble, c'est possible, peu importe. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Tous les intérêts sur ma marge de crédit hypothécaire vont être déductibles parce que j'ai utilisé l'argent dans le but de gagner un revenu. OK. Fait que ça devient intéressant. Et avec ce revenu-là, techniquement, évidemment, je paye les intérêts sur la marge de crédit hypothécaire. Et avec l'excédent, si possible, après impôt, je vais rembourser mon hypothèque de maison. Mais aussi, ce qui est plaisant avec ça, c'est qu'au fur et à mesure que je rembourse mon hypothèque, je me crée de l'espace sur ma marge de crédit hypothécaire et j'investis tout cet argent-là. Fait que je garde toujours le même 400 000 de dette, mais de plus en plus, les intérêts vont devenir déductibles sur cette marge de crédit-là. OK. Fait que c'est intéressant. Encore là, ça prend certaines conditions. Donc, avoir une équité sur une propriété, être discipliné financièrement. Ah bah ouais. Prends pas ta marge de crédit pour faire acheter un une bateau, c'est ça. Ou des investissements super risqués quand tu n'es pas capable de le backer. L'autre risque, tu peux aussi perdre en investissement sur le marché boursier. Mm-hmm. Parce que si finalement ton 80 000, tu l'as mis, tu as tout mis ça dans le marché de cannabis, tu as tout perdu, ben là, tu te ramasses que tu as encore 400 000 à payer. Ouais. Puis c'est plate, mais ouais. tu fais pas d'argent avec ça. Non. Fait que, ou si tu as mis ça dans le penny stock, quoi que ce soit. Fait que tu n'as aucun rendement garanti. Fait que tu peux faire des pertes. Ça va être des pertes en capital. Fait que tu ne peux pas nécessairement les utiliser contre tout type de revenus. À faire attention. À faire attention. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est les gros risques de celle-là. Puis d'expliquer bien à ta banque que tu as une marge de crédit hypothécaire, c'est d'habitude, ils vont bien. Ouais. Puis la Man of Smith, essentiellement, l'avantage également, c'est d'avoir plus de accès à de la liquidité plus facilement. Si, mettons, est-ce que la Man of Smith te permet essentiellement de pouvoir, mettons, t'achètes un bien immobilier, puis après ça, de réinvestir rapidement sur un autre bien immobilier, si je comprends bien. Oui, c'est que ça ressemble beaucoup, je trouve, au collatéral ou simplement au refinancement. C'est ça. En fait, moi, j'ai réalisé que j'avais fait une Man of Smith avec mon premier immeuble sans même m'en rendre compte. Quand je l'ai refinancé ou quand j'ai réutilisé l'équité, c'est juste que là, étant donné que tu prends une marge de crédit, un produit financier qui est ta marge de crédit hypothécaire, qui est relié au solde de ta vraie hypothèque, c'est que tu n'as pas besoin de rappeler à chaque fois pour augmenter ta marge. OK. Elle augmente automatiquement. C'est sûr que si ton équité augmente gros, ben là, il faut que tu augmentes substantiellement. Mm-hmm. Là, tu as besoin de contacter ta banque pour dire augmente ma limite.
Puis la Manor Smith, si quelqu'un qui écoute le podcast veut aller plus loin, ou dans le fond, il faut aller voir un fiscaliste essentiellement, ou faut... Non. Le fiscaliste va pouvoir y expliquer, il va dire exactement ce que j'ai dit là. La seule différence, c'est qu'il va lui charger. Puis, c'est payant d'écouter le podcast. Puis sinon, ça va vraiment être avec le conseiller financier. Okay. Parce que c'est pas le fiscaliste qui va décider dans quoi tu fais tes placements. C'est pas le fiscaliste qui va déterminer la valeur, le produit, etc. si c'est avec la banque. Fait que la valeur d'un bon courtier, d'un bon banquier ou d'un bon conseiller de placement, j'en parlais à un moment donné, même avec ma conseillère que je trouvais qu'elle faisait pas beaucoup qui n'était pas très proactive, je l'ai changé, puis j'en parlais même avec une institution qui travaille dans une banque. Vous êtes assis dans une banque, le banquier, même pas besoin d'être un big shot. Là. N'importe qui est assis dans une banque, qui a des clients qui ont une maison pour la Manor Smith, qui ont des immeubles locatifs, qui ont quoi que ce soit, dès que vous voyez qu'il y a une équité, si moi j'étais à la commission dans une banque, là, j'aurais mon portefeuille de clients, puis dès que je vois qu'il y a une équité que je peux faire, je l'appellerais puis je proposerais à la Manor Smith. Hey, qu'est-ce que tu en penses si la banque, on est prête à te prêter ça? On investit dans le temps, un produit croissant, puis le kit. Oui, tu as des risques de perte. Mais, historiquement, le S&P 500, whatever, a généré 7-8%. Puis nous, on est prêt à te prêter à 3-4%. Tu génères un net de 2-3%. Tu n'as rien à faire, je t'envoie des papiers, tu as juste à signer. Tu as toutes les informations que tu peux dans tes banquiers. Tu peux tout faire ça avec ta liste de clients. Imagine les commissions qui rentrent. Des fois, je me dis, ils sont assis sur une mine d'or, puis... Ouais. Il y a aussi le fait que, malheureusement, ce qui arrive avec ce genre de mécanique-là, c'est que des fois, des gens ne vont pas être conscients de... Mettons, exemple, qu'ils vont prendre cette stratégie-là avec leur conseiller financier qui le propose. Des fois, puis là, si jamais, mettons, il y a un crash boursier et tout, puis là, ils ont besoin de... C'est toujours un risque. C'est ça, il y a toujours le risque associé, mais c'est juste d'être conscient des gains potentiels aussi. Fait que, dans les deux cas, je pense que ça fonctionne, mais c'est juste... J'ai l'impression que les gens qui vont se faire proposer ça par leur banquier, ils vont pas nécessairement comprendre en détail, tu sais. D'où l'importance d'avoir des podcasts qui ciblent l'éducation financière. Il y a un gars-là en ce moment d'influenceurs, là. Je sais pas. Ouais, avec Anto Tran. On n'est pas dedans, là. On n'est pas assez populaire. Non, un gars-là où est-ce que c'est des gens qui... Enfin, c'est ça, je trouvais ça drôle, bref, petite parenthèse. T'es triste qu'on n'ait pas été invité? Non, mais je me dis, c'est tous les plus grands, dans le fond, influenceurs, podcasts, etc. Puis je me dis, il n'y a rien dans les catégories éducation. Là. Il y a drôlement inspirant. C'est le seul qui a pas mal de sens là-dedans. Si tu voyais le nombre de followers que j'ai, tu saurais que je ne suis pas un grand influenceur, mais un petit. Mais écoute, je crois que maintenant, la job des influenceurs, est-ce qu'ils pourraient plus s'orienter vers des sujets plutôt que de faire de la promotion, essayer d'utiliser leur influence justement pour aider les gens, inspirer les gens. C'est ce qu'ils disent qui inspire les gens, mais inspirer peut-être voir justement l'éducation financière. Ça, c'est un autre débat. Je ne vais pas dire mon opinion. J'en ai une petite dernière. Ouais. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Ouais. Fait que soit on enchaîne avec les questions qu'on s'est fait poser la dernière fois ou... Il y en a une, ça va avec... celle-là, je voudrais en parler parce que je l'ai entendu parler à plusieurs reprises. Okay. J'ai vu des commentaires par rapport à ça, puis je suis sûr que le monde réalise que l'importance du lien entre la fiscalité et la finance. C'est la fameuse planification que les gens qui font ça des fois, que ce soit une assurance vie ou des valeurs mobilières. Ouais. Donc, par exemple, j'ai 100 000 $ en actions qui sont libres de dette. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont à l'institution financière, ils vont dire, regarde, j'ai des placements pour 100 000, emprunte 50 000, et ils disent, moi, je vis avec mon 50 000, fait que j'ai un revenu libre d'impôt. Une dette, j'ai vu que c'est une dette, c'est pas imposable ni rien. Fait que j'ai le meilleur fiscaliste parce que j'ai fait cette planification-là. Ou même avec l'assurance vie. Je donne mon assurance vie en garantie, la banque est bénéficiaire, fait que la banque va hériter du 1 million, à me prêter 700 000 800 000 entre-temps pour le kit. Je ne sais pas que c'est une mauvaise planification. Ça dépend de ton âge. Parce que si tu fais ça et tu as 30-35 ans, à un moment donné, ton hypothèque ou ta dette va falloir que tu la rembourses. Pour rembourser ce montant-là, tu as besoin de générer des revenus. Fait que, avant de venir promouvoir ça et dire on ne sait pas de quoi on parle, il y a des moyens de faire des revenus libres d'impôt, tu as juste pensé à l'aspect financier. Parce que cette dette-là, un jour, il va falloir que la personne la rembourse. Il va falloir qu'elle génère des revenus avec ça. Puis pour se générer un capital pour être en mesure d'emprunter ça, il a fallu que tu aies des revenus. Il a fallu que tu génères des revenus. Fait que oui, je suis conscient que la dette, tu la reçois libre d'impôt. Mais pense aussi à tout le reste. Il n'y a pas juste la réception de la dette, il y a tout le repaiement après. Et de comment tu as obtenu cette dette-là. On va tous finir par payer. Ouais. Ça, c'est certain, mais c'est ça. J'ai l'impression que quand tu es jeune, et tes intérêts ne sont pas déductibles. Vu que ta dette, tu l'as pris. Parce que même si tu donnes
un immeuble locatif en garantie, ou tes placements en garantie, c'est l'utilisation des fonds de ta dette qu'il faut que ce soit dans le but de gagner un revenu. Fait que si tu as emprunté puis tu t'es servi de ça pour vivre, même si tu as tes actions en garantie, tes intérêts ne sont pas déductibles. Mm-hmm. Fait que ça, c'est quelque chose à considérer. L'important, là, c'est de générer de la valeur. Ou d'avoir un job que tu aimes, ou tu pars un projet où que tu génères de la vraie valeur. Il n'y a pas 1001 façons de faire plus d'argent. Oui, il y a des façons d'optimiser, mais ça risque qu'à la fin de la journée, si tu n'es pas capable de générer de la valeur, régler des problèmes, ou de faire, à travers ton travail, tu vas régler des problèmes aussi, ou d'attaquer directement le problème à la source puis de partir de ton propre projet. Oui, tu vas investir, ça va fructifier, ça va augmenter avec le temps, mais à part ces 3 trucs-là, tu peux optimiser ta situation, mais j'ai l'impression que tu peux pas passer à travers sans travailler. Right? Tu n'as pas le choix de donner des efforts. Ne pas passer go et réclamer 200$. Tu ne peux pas. Puis, toutes ces planifications-là, qu'on regardait la priorité de remboursement, mise à part de l'argent, manœuvre de Smith, emprunté avec une garantie, ils ont toutes quelque chose en commun. La déductibilité des intérêts. C'est ça qu'on essaie d'aller chercher. Il y a des nouvelles mesures qui limitent la déductibilité, mais c'est quand tu as plus que 50 millions d'actifs. Fait qu'on va oublier ça. Fait que c'est tout le temps la recherche de la déductibilité des intérêts. Et là, je vous ai donné les conditions. Fait que c'est ça qu'on essaie d'aller chercher. Toutes les planifications-là, tu regardes ça, basically, c'est quoi l'avantage? Mis à part de l'argent, je déduis les intérêts. Manœuvre de Smith, je déduis les intérêts. Quelle dette remboursée en premier? Je veux avec un taux après impôt pour tenir compte de ma déductibilité des intérêts. C'est ça le nerf de la guerre. Mm-hmm. On peut chercher de minuit à 14h tout le kit, mais en contexte de financement et de dette, c'est la déductibilité des intérêts qu'on veut aller chercher. C'est ça qui va être contesté. C'est ça qu'il faut bien backer et supporter. Merci. Tu reviens une 4e fois parce que pour moi, j'ai des questions encore. Garde-la en réserve, puis il n'y a pas de problème. C'était encore une fois intéressant. La manœuvre Smith, déductibilité des intérêts, la priorité. Puis pour les gens qui ont d'autres questions, là, encore, vous pouvez toujours nous écrire ou écrire à Reggie directement ou sur notre page. J'écrive à vous. Ouais, ça va mieux nous. Sur notre page Instagram, on les triera. Sur notre page Instagram, vous pouvez l'écrire, ça va nous faire plaisir d'y poser si jamais Reggie nous offre la chance de le revoir sur le podcast. Ouais, donc, sur ce, merci encore une fois, Reggie. Puis tout le monde à la maison, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à vous autres.